Bonjour à toutes, bonjour à tous et bienvenue dans l'école du futur. Au programme aujourd'hui, vous le savez, les écrans, ça s'apprend. On y tient évidemment dans cette émission et pour ce faire, on est toujours accompagné par le Clémy et les épisodes de sa série La famille tout écran. Aujourd'hui, on vous propose l'épisode numéro 13. C'est donc à suivre. Elle a une idée derrière la tech, c'est notre enquêtrice de l'art, Jeanne Dreyfus. Jeanne, aujourd'hui, tu vas nous parler d'un entrepreneur français très particulier parce qu'il est entrepreneur, mais qu'il veut aussi démocratiser l'accès à la culture et à l'art. Il s'appelle Frédéric Jousset. Tout à fait. Et il a créé une fondation qui s'appelle la Fondation Art Explora, qui fait beaucoup pour la culture et qui a notamment développé une plateforme d'e-learning qui s'appelle Art Explora Academy, dont on va parler tout à l'heure. Évidemment, on va y revenir avec toi. Notre question du jour, surfer, cliquer ou swiper. Jusque-là, ce sont des gestes simples pour la plupart d'entre vous, la plupart des utilisateurs, des utilisatrices numériques. Oui, mais pas pour les personnes en situation de handicap. Aujourd'hui, on estime que plus de 70% des sites web ne leur sont pas accessibles. Alors, comment faire pour que le numérique soit synonyme d'inclusion, notamment envers les publics déficients visuels? Ils sont près de 2 millions de personnes, rien qu'en France. Pour en parler à nos côtés, Didier Paris, vous êtes le CEO de WKids. On vous a reçu il y a quelques jours pour parler de votre application Math8 qui permet aux élèves de pouvoir vivre les maths littéralement en live. Aujourd'hui, on vous reçoit parce qu'il y a une autre version de Math8. Elle s'appelle Eva. C'est une solution pour vocaliser les maths pour ces enfants avec des besoins particuliers. Exactement. Et on y revient là aussi dans un instant. Mais d'abord, focus. Éduquer aux médias et à l'information, c'est la mission du Clémy depuis près de 30 ans. Et c'est aussi notre mission, tiens, dans l'école du futur. On vous propose de suivre les aventures de cette famille, la famille tout écran, qui nous aide à avoir une consommation plus raisonnée de nos écrans, tout en ayant une petite touche d'humour. Allez, c'est de l'épisode 13, c'est parti. Bah, qu'est-ce qu'il y a, ma grande? J'ai fait une grosse bêtise. J'ai trahi ma meilleure copine. Muriel? Pas Muriel, Maïwen, ça fait 4 fois que je te le dis. Qu'est-ce qui s'est passé? Une fille de la classe t'a mis une photo sur les réseaux sociaux pour se moquer des roues. Et moi, sans faire exprès, j'ai liké. Et maintenant, elle veut plus me parler. Bah oui, elle tape tellement vite sur mon clavier qu'elle s'est même pas rendue compte de la boulette. Et t'as qu'à supprimer ton like. Mais c'est trop tard, elle l'a vu. C'est pas très grave non plus. Tu sais que ça peut être apparenté à du harcèlement. Pauvre Muriel. Je confirme, vu le texto que j'ai reçu juste après, c'est tendu comme un câble. Bon, écoute, je suis sûre que ça va s'arranger. Tu vas aller la voir chez elle, en vrai, les yeux dans les yeux. Tu vas lui expliquer, t'excuser et voir comment tu peux réparer ça. Non, c'est la loose. Carrément. J'aimerais pas être à ta place. Hein. Oui, on croit que c'est pas grave. On like, on partage, sans vérifier si ça n'a pas causé du mal. C'est le début du harcèlement, les amis. Et on risque des poursuites judiciaires à jouer à ce petit jeu-là. Alors mon conseil, ne likez pas n'importe quoi. Et ben voilà, tout s'est arrangé. Elle est sympa, cette Muriel. Christelle? Cyrielle? Michel? Gisèle? Et cette consommation raisonnée des écrans est aussi importante pour comprendre comment le numérique peut être plus inclusif. On en parle tout de suite. Un numérique plus inclusif et un numérique plus accessible, parce que l'accessibilité numérique, c'est un des enjeux numéro 1 aujourd'hui à laquelle est confronté l'écosystème tech. 12 millions de personnes en situation de handicap en France, dont 2 millions de personnes déficientes visuelles. C'est la réalité de ces chiffres. Des publics qui subissent des inégalités au quotidien et aussi dans la sphère numérique. Je le rappelais en ouverture de cette émission, moins de 10% des sites internet sont accessibles aux personnes déficientes visuelles. Didier Paris, vous êtes donc le CEO de WKids. On vous a reçu encore une fois, il n'y a pas si longtemps que ça, sur le plateau de l'École du Futur pour parler de votre application Math8 et de son héros Léon. Vous avez consacré une version dédiée aux enfants et aux élèves déficients visuels. Cette version, elle s'appelle MathLive. On va revenir dans quelques minutes vraiment à la façon dont fonctionne l'application. Mais d'abord,
Quand on dit qu'un site n'est pas accessible ou qu'une partie du numérique ne l'est pas pour les déficients visuels, on parle de quelle fonctionnalité numérique exactement ? Toutes les fonctionnalités interactives, en fait. Donc là, effectivement, pour les déficients visuels, la principale modalité qui permet d'interagir avec un service numérique, c'est le vocal. Et dans ce sens-là, effectivement, on a adapté donc, notre application Mat8, qui est très visuelle, avec Léon en 3D, en réalité virtuelle, en réalité augmentée, par des contenus éducatifs exclusivement accessibles en vocal, avec une interactivité liée à la parole. Oui, et une des problématiques numéro 1, très concrète là aussi, auxquelles sont confrontées les personnes déficientes visuelles en ligne, ce sont les CAPTCHA. Vous savez, ce sont ces tests qui vous proposent de cocher des cases, savoir si le feu est rouge, combien de camions se cochent dans les images pour assurer que vous n'êtes pas un robot. Jusque-là, tout va bien, quoique même pour moi, parfois, c'est un peu difficile. Mais c'est un véritable casse-tête, parcours du combattant pour les publics malvoyants ou non-voyants. Alors, l'association Valentin AUI a fait appel à l'agence de création We Are Social pour passer à l'action. Bloquer les personnes déficientes visuelles par ces tests, c'est tout simplement les renvoyer au Moyen-Âge. Regardez. Une échoppe au Moyen-Âge. Un aveugle pose ses courses sur le comptoir. Bonjour. Bonjour. Ça sera tout? Oui, je vous dois combien? Mon petit monsieur, avant, il va falloir d'abord sélectionner tous les carreaux avec des vaches, que vous voyez juste là. Le marchand montre à l'homme une fenêtre avec 9 cases. Évidemment, l'aveugle ne réagit pas. En plus là, vous avez de la chance, elle ne bouge pas. Nous passons du Moyen-Âge à aujourd'hui. Le même aveugle est devant son ordinateur, bloqué sur un site internet par un CAPTCHA. Ne pas rendre son site accessible, c'est renvoyer les aveugles au Moyen-Âge. Faisons du numérique responsable une opportunité pour tous. Logo de l'association Valentin AUI. Et cette campagne, justement, pour sensibiliser à la complexité des CAPTCHA, eh bien, elle s'appuie sur une des briques du plaidoyer lancé par l'association Valentin AUI. Souvenez-vous, on recevait il y a quelques semaines à peine sur le plateau de l'École du Futur l'un de ses porte-paroles qui œuvre pour l'accessibilité, justement, au numérique, Manuel Pereira. Écoutez. En France, on dénombre 100 000 personnes aveugles et 1 600 000 personnes amblyopes. Ce sont des personnes malvoyantes. C'est un chiffre évidemment qui va exploser aussi avec le vieillissement de la population. C'est donc un combat qui nous concerne toutes et tous. Alors absolument, ce qu'il faut souligner quand même par rapport à tout ça, c'est que aujourd'hui les personnes les plus impactées par les problèmes d'accessibilité sont les personnes aveugles, puisque aujourd'hui, si les sites ne sont pas développés conformément aux recommandations qui existent au niveau international et national, eh bien, les personnes aveugles vont être celles qui vont pâtir le plus de cette problématique d'accessibilité. Et aujourd'hui, effectivement, on a 100 000 personnes aveugles en France et 1 600 000 personnes malvoyantes. Il y a une famille sur 5, une personne sur 5 en France qui est touchée de près ou de loin par l'inaccessibilité du web. Et vous venez justement avec la Fondation Valentin AUI de lancer un plaidoyer pour l'accessibilité numérique. 12 propositions pour rendre accessibles les services en ligne aux personnes en situation de handicap et surtout faire du numérique responsable une opportunité pour toutes et tous. Parce que l'accessibilité, c'est avant tout une loi, celle du 11 février 2005. Pourquoi est-ce qu'on en est toujours au même point depuis 17 ans, Manuel ? Alors, la réponse qu'on peut faire, c'est parce que la loi n'a pas été respectée. On a une législation en France qui nous est enviée par beaucoup de pays étrangers avec des dispositifs qui ont été mis en place et qui sont très intéressants, sauf que depuis 2005, ils n'ont pas été respectés tant par l'administration, par les administrations, que par le secteur privé. Et ce qui fait qu'aujourd'hui, Marion parlait tout à l'heure de 70%, nous on estime à 90% le nombre des sites, le pourcentage de sites qui n'est pas accessible. Et aujourd'hui, on souhaite, nous, que la loi soit enfin respectée, qu'il y ait un certain nombre de mesures qui soient prises, notamment avec l'instauration d'une véritable autorité de contrôle de l'accessibilité et une autorité qui soit à même d'appliquer les sanctions qu'on souhaite plus dures pour les structures qui ne respectent pas
cette accessibilité qui pénalise les personnes déficientes visuelles et qui les met en situation d'exclusion. Parce que c'est bien ça qu'il faut comprendre, c'est qu'aujourd'hui, l'Internet pourrait être une porte et une solution extraordinaire pour des personnes en situation de handicap, et ça se transforme malheureusement très souvent en parcours du combattant et en perte d'autonomie. Et donc, nous avons mis en place et nous avons élaboré ce plaidoyer pour demander à l'État de prendre ses responsabilités et de faire en sorte que cette loi soit appliquée, qu'elle soit respectée et qu'il y ait davantage de structures qui soient concernées également par cette loi. Et enfin, un aspect très important, c'est la formation. Aujourd'hui, il faut savoir que les gens qui sortent des filières, des métiers du web, dans la plupart du temps, ils n'ont pratiquement jamais entendu parler d'accessibilité. Tout au plus, ils ont eu peut-être une sensibilisation, mais très souvent, ils n'en ont jamais entendu parler. Et ce qui fait que quand ils arrivent dans la vie active, ils sont en phase d'application de ce qu'ils ont appris, et bien l'accessibilité n'est pas du tout prise en compte. Et on souhaite qu'il y ait véritablement des formations certifiantes qui intègrent l'accessibilité et qui soient proposées à toutes les personnes qui travaillent dans les métiers du web. Et voilà pour ce témoignage de Manuel Pereira de l'association Valentin AUI. Je rappelle que vous pouvez retrouver le plaidoyer de l'association ainsi que la campagne de lutte contre les CAPTCHA, ces CAPTCHA qui renvoient les personnes déficientes visuelles littéralement au Moyen-Âge, sur le site de l'association et sur tous les réseaux sociaux, parce que l'idée c'est justement de pouvoir sensibiliser au-delà même du tissu associatif et de ces personnes en situation de déficience visuelle. Didier, d'ailleurs, c'est le constat duquel vous êtes parti pour adapter vous-même votre solution, qui est d'abord une solution qui est faite pour les élèves, notamment du primaire, du collège, pour les initier aux maths, les aider à mieux réviser. Ça s'appelle Math 8. Vous étiez déjà venu nous en parler sur ce plateau. Vous avez choisi d'aller plus loin dans l'accessibilité et de proposer une solution vocale à Math 8. Ça s'appelle Math Vocal, jusque-là, tout va bien. Et puis Léon, le petit personnage qu'on avait vu dans la première version, se transforme en Eva. Eva, c'est cette solution qui va permettre de vocaliser les maths pour que les enfants, soient-ils déficients visuels, puissent accéder à ces contenus. Exactement. Alors, ce qu'il faut bien savoir déjà, c'est que Math Vocal pour malvoyants n'aurait pas vu le jour si l'Union nationale des aveugles et déficients visuels, donc, qui est une association nationale, ne nous avait pas aidés à le faire. Donc, ce qu'on s'est dit, en gros, c'est que la meilleure modalité d'interaction pour un enfant ou un adulte déficient visuel, c'est le vocal. Ça tombe bien, puisque c'est notre spécialité. On parlait de CAPTCHA tout à l'heure. Le CAPTCHA vocal est possible. Plutôt que de choisir quelque chose, une image, on peut très bien répondre à une question vocale. Et ça, effectivement, c'est quelque chose qui est possible, mais qui n'est pas encore, évidemment, dans la réalité. Mais on voit que c'est surtout pas adapté. En tout cas, c'est ce que cette campagne de l'association Valentin AUI nous montre. La vocalisation de la fonctionnalité existe, mais c'est impossible pour eux de réussir à la traduire en actes concrets. Oui, on peut poser une question vocale. Combien font 2 plus 2 moins 2 Et puis derrière, si la réponse est 0, ça veut dire que c'est pas un robot qui répond. Absolument. Bon, alors, nous, en tout cas, de notre côté, on avait comme base, comme socle, donc cette application de Math 8 avec le personnage Léon. Donc tout ça est très visuel, avec de la réalité virtuelle, de la réalité augmentée et de l'interaction vocale en langage naturel. Donc ce qu'on s'est dit, c'est que l'on va développer une interface qui soit adaptée donc, aux déficients visuels, à savoir le vocal, évidemment, associé au tactile, donc avec des retours tactiles dans l'écran, et évidemment tout ce qui tourne autour de l'interaction, si vous voulez, par rapport au programme éducatif qu'on va proposer aux enfants. Donc, si je comprends bien, je suis un enfant, j'ai un handicap visuel, je suis malvoyant ou je suis non-voyant même. J'arrive sur l'application. Comment est-ce que je vais être guidée dans mon exercice de mathématiques par Eva ?
Donc, quand vous arrivez dans maths vocale pour malvoyants, la première chose, c'est que Eva va vous faire une évaluation des connaissances. À partir du moment où, avec des quiz vocaux, Eva va voir à peu près quel est votre niveau de mathématiques, il va construire un programme personnalisé pour ensuite suivre une progression de façon à ce que l'enfant puisse s'approprier déjà le concept, donc interagir en vocal avec un personnage vocal. Évidemment, il n'est pas représenté graphiquement dans l'application, et derrière progresser en maths avec des exercices de plus en plus difficiles, évidemment. Ce qu'on a essayé de faire aussi, c'est de permettre aux malvoyants d'utiliser le peu de vision qu'ils ont. Parce que ce qu'il faut bien voir, c'est que les malvoyants mettent un point d'honneur à utiliser le peu de vision qu'ils ont. Donc on a fait une interface graphique à fort contraste chromatique, donc avec du blanc sur fond noir, enfin des choses qui permettent effectivement à ces enfants de voir quand même un minimum de choses, et derrière de les engager effectivement dans une progression autour des mathématiques du primaire, donc calcul mental, opération. Voilà, on a vraiment focalisé notre programme sur ces 2 thèmes. Et sur les fondamentaux, pourquoi ? Parce que ce sont des matières mathématiques plus facilement exploitables en les vocalisant ? Absolument. Donc c'est ça un peu le problème aussi qu'on a à résoudre quand on fait une interface vocale, c'est qu'il faut adapter des contenus éducatifs à l'interaction vocale. Et tout n'est pas adaptable à l'interaction vocale. Exactement. Donc c'est pour ça qu'on s'est concentré sur effectivement les matières qui peuvent être facilement adaptées à l'interaction vocale. Et comment est-ce qu'on arrive justement à aller sur cette ligne de front entre une matière qui est facilement adaptable en interaction vocale et une autre qui ne l'est pas ? Il faut quoi comme qualité, si j'ose dire, de départ pour pouvoir être interprété vocalement ? Alors, c'est une excellente question. Je vous remercie de l'avoir posée, c'est ça en fait ? Non, mais en général, les excellentes questions, c'est là où il y a des petits soucis pour répondre. Donc, nous, en fait, on a une dizaine d'années d'expérience dans, justement, les scénarios qui permettent d'amener les personnes à faire de l'interaction vocale avec une machine. Donc, c'est là-dessus qu'on s'est concentré, effectivement. Et on a essayé de chercher également s'il y avait des méthodes qui existaient, spécialement conçues pour les aveugles et les malvoyants, afin de les transcrire en vocal. Donc c'est très compliqué. Déjà, il en existe très peu, puisque effectivement, quand on interagit en vocal avec un enfant, il y a tout un processus de mémorisation qui doit être effectif, parce que bon, quand il y a par exemple des opérations avec des équations avec plusieurs opérations, il faut mémoriser les calculs intermédiaires, etc. Donc on a quand même vu notamment une méthode qui a été développée par un professeur de mathématiques aveugle pour la multiplication à 2 chiffres. D'accord. Effectivement, la multiplication à 2 chiffres, il faut poser l'opération, etc., etc. Donc là, effectivement, on a eu cette opportunité de pouvoir transcrire en vocal quelque chose qui a été spécifiquement conçu pour des enfants aveugles. Et donc vous avez pu comme ça progresser d'étape en étape et mettre au point justement maths vocale avec Eva qui est l'héroïne justement de maths vocale qui remplace Léon dans sa version maths 8. On revient dans un instant justement à cette solution. On ouvre le capot de la technologie qui se cache derrière pour comprendre comment rendre ces solutions plus accessibles pour les personnes en situation de handicap, notamment les publics déficients visuels. Mais d'abord, on fait un tour du côté de la planète tech. Et c'est le zap de Cheryl Jessica Isengay.
so I can. Et on est de retour bien sûr sur le plateau de l'École du Futur, toujours en compagnie de Didier Paris, le CEO et fondateur de W Kids, qui édite, vous le savez, Math8, c'est cette solution de révision mathématique pour les enfants primaires jusqu'en 6e, qui est guidée par un héros, il s'appelle Léon. Eh bien, il y a une version adapté justement aux enfants déficients visuels. Ça s'appelle Math Live et c'est cette fois-ci Eva qui nous guide. On revient avec vous, Didier, dans un instant justement sur ces solutions pour plus d'accessibilité numérique en faveur de ces publics et de ces élèves en particulier. Mais d'abord, Jeanne Dreyfus a une idée derrière la tech. Et Jeanne, aujourd'hui, tu t'es rendue, aujourd'hui ou plutôt hier d'ailleurs, parce qu'il faut du temps pour explorer les coulisses de la fondation Art Explora. C'est d'ailleurs cette fondation dans laquelle tu t'es rendue. Elle est particulièrement active dans le domaine de la culture. Oui, je suis allée à la découverte de la fondation Art Explora, une fondation qui fait grand bruit depuis quelques années, depuis sa création dans le milieu de l'art. Une fondation et avant tout un homme, Frédéric Jousset, un businessman, un rôle modèle de la French Tech, qui a fait fortune grâce à son application web, enfin à sa société, que dis-je, WebHelp, parmi les premières sociétés européennes à automatiser la gestion client, qui lui a permis d'acquérir une fortune de 250 millions d'euros. Il est surnommé le Largo Winch dans la presse économique. C'est un grand aventurier et c'est aussi un amateur d'art effréné, boulimique, qui, avant sa fondation, a un fonds d'investissement culturel Art Nova, doté de 100 millions d'euros, qui lui permet de financer à la fois des start-up, à la fois de l'immobilier, mais aussi surtout des projets culturels. Et ce n'est pas tout, il est au conseil d'administration du Louvre, il a présidé celui de l'École nationale supérieure des beaux-arts, et quand Macron a mis en place la mesure culturelle phare de son précédent quinquennat, quand il s'est agi de créer donc ce pass culture qui permettait de doter chaque adolescent de 18 ans d'un chèque de 300 € pour faire des dépenses culturelles, eh bien, qui a-t-il mis à son pilotage? Frédéric Jousset encore. Frédéric Jousset qui est donc à la fois homme d'affaires, talentueux, on le sait dans l'écosystème tech, mais aussi un business angel de la culture. Que vient-il donc faire dans cette affaire? Alors, en 2019, donc, il crée la fondation Art Explora, qui va bientôt être reconnue d'utilité publique. J'ai rencontré sa directrice, Blanche de Lestrange, sa directrice artistique, qui m'a expliqué les visées de cette association. Elle a été créée il y a un peu plus de 2 ans maintenant par son fondateur mécène Frédéric Jousset, qui a une double vocation, on va dire, à la fois la démarche d'ouverture d'accessibilité, qui est un peu l'ADN de la fondation, de comment rendre plus accessibles les arts et la culture pour le plus grand nombre, mais aussi ce lien avec la création contemporaine, comment on soutient, on promeut les artistes d'aujourd'hui, en regard évidemment d'une histoire de l'art de manière un peu plus générale, puisqu'on a aussi un volet, on va dire, purement éducation. Donc, accompagnement des musées, accompagnement des artistes, développement de l'éducation en histoire de l'art. Il y a derrière ce projet très français, celui à l'origine de la création en 1959 du ministère de la Culture et de la politique de son premier ambassadeur André Malraux, la volonté donc de démocratiser la culture. Frédéric Jousset aime à rappeler qu'un Français sur 2 n'ira pas cette année au musée, que 70% n'ira jamais à un concert de musique classique. Et quand on lui pose la question du prix de la culture, lui, il demande d'envisager plutôt celui de l'inculture. À ce sujet, rappelons-nous que avant le pass culture français, il y a eu le bonus cultura, donc le même concept développé en Italie par Matteo Renzi, qui a été créé après les attentats du Bataclan, comme une sorte de sursaut des valeurs humanistes européenne, occidentale. Et lui, il aime à parler donc de sa fondation Art Explora comme d'un Greenpeace de l'art, c'est-à-dire un lieu en même temps militant, un lieu en même temps citoyen et aussi un domaine où on mène énormément de réflexion. Alors comment est-ce qu'il passe à l'action avec ce Greenpeace militant et citoyen de l'art? Quels sont les projets qu'il défend d'abord?
Alors, il a des chantiers tentaculaires. Hein. C'est vraiment une ambition énorme. Je n'en retiendrai que 3. Les plus marquants, peut-être, d'abord le prix Art Explora, qui a pour vocation d'encourager les stratégies les plus innovantes des musées par rapport à leur médiation auprès de publics qui ne sont pas forcément acquis. Notamment, le premier prix a été remis au MUCEM, Musée des civilisations d'Europe et de Méditerranée à Marseille, qui permettra de développer ce qu'il appelle un bus c'est un bus de collection en fait qui va aller du MUCEM chercher des publics dans la région marseillaise, des habitants de quartiers excentrés pour leur permettre de revenir, d'aller au MUCEM et de découvrir des expositions qu'ils n'ont pas forcément l'occasion de voir. Et alors le projet le plus fou qui va arriver bientôt, c'est un bateau nommé Art Explorer, un catamaran de 46 mètres de long avec à l'intérieur une exposition numérique d'œuvres numérisées pilotée par le musée du Louvre sur les femmes dans la culture méditerranéenne pour la première exposition, qui va aller dans 15 pays, à peu près visiter 20 ports, car 60% de la population mondiale vit à moins d'1 heure des côtes, donc il a la volonté d'aller dans ces différentes villes. À chaque fois, à quai, on a des performances, on a des événements culturels, sonores, visuels, immersifs. C'est vraiment une sorte de moment culturel qui part du principe à chaque fois du principe de si tu viens pas à la Gardère ira à toi, mais adapté à la culture. Si tu ne vas pas à la culture ira à toi. Incroyable ce bateau Art Explorer, c'est une beauté folle. On espère pouvoir y embarquer avec toi, tiens, par exemple, très prochainement. Tu parlais de 3 projets principaux. Je crois que j'ai mal compté. Eh bien, évidemment, il en reste le 3e. Le 3e qui nous concerne particulièrement ici à l'École du Futur, c'est leur projet d'Art Explora Academy, une application liée à un apprentissage online de l'histoire de l'art dédié aux jeunes. J'ai eu Philippe Rivière, actuellement au Canada, donc je n'ai pu que l'avoir au téléphone, qui est en charge du développement de cette application, qui propose aux jeunes d'approcher l'histoire de l'art autrement. Vraiment un nouveau modèle, hein. On est justement sur une cible que l'on adresse peu pour le moment sur ce genre de contenu, qui sont vraiment à fin adolescence, jeunes actifs, et on s'adresse à eux avec du contenu consommable facilement, c'est-à-dire on est sur l'apprentissage mais à travers du micro-learning, et le tout avec un contenu vraiment de qualité. Alors, ils ont développé cette application en partenariat avec la Sorbonne pour les œuvres et aussi pour les notions à aborder. Sur l'application, ce qu'on peut aborder, c'est 11 parcours pour l'instant, dédiés à 11 cultures différentes, à des moments de l'histoire différents. À chaque chapitre, il y a une introduction avec une vidéo qui est assez ludique, avec un angle. On est sur quelque chose de catchy, sur du contenu de temps de pause qu'on peut faire dans les transports, qu'on peut écouter dans les transports, au café. Une interface qui emprunte aussi au vocabulaire des jeunes, aux jeux vidéo, avec des niveaux de connaissances à débloquer. À la fin est délivré un certificat qu'on peut mettre sur son CV, sur les réseaux. Et c'est pas tout. Ce qui est intéressant aussi, c'est que c'est aussi Art Explorer Academy une bibliothèque, ce qui en fait un peu le futur Netflix de la culture. En effet, non seulement parce qu'il y a 1600 références d'influenceurs, de youtubeurs qui parlent sur l'art, qui parlent de l'art, mais aussi cette application sera aussi producteur de contenu. Ils vont produire un podcast avec Camille Junot de la Minute Culture qu'on a interviewé précédemment dans une récente chronique. Et bientôt, il va y avoir un moteur de recommandation qui permettra de proposer des contenus sur mesure aux personnes qui auront vu tel ou tel contenu. Et donc, ça fait vraiment partie de cette diversification des connaissances. C'est-à-dire, on n'apprend plus seulement sur les bancs de l'école, on apprend aussi sur les réseaux, on apprend aussi sur les applications, sur les chaînes YouTube, sur le podcast, dont cette application vraiment promet d'être la plaque tournante. 1000 façons d'apprendre l'art et de s'y convertir avec cet incroyable projet Art Explora, le bateau Art Explorer d'ailleurs, et Art Explorer Academy. Merci Jeanne de nous avoir fait entrer dans les coulisses de ces nouveaux projets. Et tout de suite, on revient à notre discussion. Comment entrer cette fois-ci dans les coulisses de l'accessibilité numérique? Comment est-ce qu'on fabrique, comment est-ce qu'on crée ces technologies qui rendent le monde numérique plus accessible, plus lisible pour les personnes en situation de handicap? On en parle tout de suite.
Et pour en parler, vous êtes toujours avec nous, Didier Paris, bien sûr. Je le rappelle toujours, vous êtes CEO de WKids, ça n'a pas changé depuis 5 minutes, ça tombe bien. Et vous avez donc mis au point, adapté votre application de révision des maths à des publics enfants déficients visuels. Cette fois-ci, ça s'appelle Maths Vocal. On revenait sur l'importance d'une technologie qui permet de vocaliser les contenus. Vous nous disiez que tous les contenus n'étaient pas adaptés d'ailleurs à cette exploitation vocale. Dans les fonctionnalités qui sont offertes par Maths Vocal, est-ce qu'il y a d'autres couches technologiques sur lesquelles vous avez mis du temps justement à réfléchir, beaucoup de feedback aussi de la part des professeurs et de la part des élèves en situation de handicap qui ont construit la solution avec vous? Alors, on a essayé effectivement de se faire aider par des spécialistes, accompagnants, aidants, institutions dédiées aux enfants, en tout cas à l'éducation des enfants déficients visuels. Et on s'est heurté un peu à un manque de volonté, si vous voulez, face à l'innovation. C'est vrai que au départ, tout le monde nous disait ouais, « ce que vous faites, c'est super, c'est génial, machin ». Par contre, derrière, quand il a fallu mettre le pied à l'étrier et réaliser réellement les scénarios d'interaction, il n'y avait plus grand monde, voire plus personne. Par manque de temps ou par peut-être parfois mécompréhension de ce que l'innovation technologique permet de transposer, permet de faire? Alors, mécompréhension, je ne pense pas, parce que qu'est-ce qu'il y a de plus naturel que l'interaction vocale qui est quand même la modalité d'interaction la plus usitée par l'être humain. Non, je pense qu'on s'est heurté en fait à une caractéristique classique de l'être humain, à savoir quand il faut se remettre en question, voire sortir de sa zone de confort, c'est très compliqué. Et quand on n'est pas amené par contrainte en fait à réaliser cet effort, voilà, il n'y a pas vraiment de répondant réel. Et pourtant, c'est intéressant parce qu'aujourd'hui, c'est ce que nous dit notamment les travaux, le plaidoyer, les campagnes de l'association Valentin Huy qu'on visionnait ensemble tout à l'heure. Encore une fois, dans la mesure où entre 70 et 90 même % aujourd'hui des solutions numériques ne sont pas accessibles aux personnes en situation de handicap visuel, de déficience visuelle, ça devrait être une nécessité, ça devrait nous pousser à changer d'attitude et à changer aussi de technologie, peut-être même à utiliser cette idée d'accessibilité dès la création de ces technologies. Les questions d'accessibilité, c'est tout autant des questions qui s'imposent aux utilisatrices et aux utilisateurs, mais aussi aux développeurs. Bien sûr, pour nous, le vocal, c'est l'avenir. Pour être clair. Donc effectivement, combien de jeux vidéo aujourd'hui introduisent la modalité vocale pour interagir dans des mondes virtuels? Zéro, tout simplement. Donc nous, on a pris le pari, en fait, de commencer par le commencement, à savoir éduquer les enfants grâce au vocal. Donc, après, c'est compliqué, parce qu'on est à la fois dans une innovation d'usage et dans une innovation technologique. Donc forcément, on est un peu les pionniers dans ce domaine-là, ce qui n'est pas toujours simple avec les moyens qui sont aujourd'hui les nôtres. Et je sais que vous aimez répéter que les innovations que vous mettez au point justement avec votre start-up spécialiste de l'IA émotionnelle, spécialiste aussi de l'interaction vocale, vous le rappeliez, c'est de mettre au point des innovations qui vont servir dans la vie pour de vrai, si j'ose dire, à la fois dans nos vies numériques, mais dans nos vies réelles qui ont un impact très concret. C'est le cas, justement, avec cette application, avec Maths Vocal. Oui, effectivement, l'éducation des enfants, c'est quand même un enjeu majeur. Et c'est vrai que par rapport au handicap visuel, rien n'est fait pour que les enfants puissent être autonomes dans l'éducation à l'aide des outils numériques. Donc les enfants se font aider par des spécialistes, mais derrière, en termes d'autonomie, on ne peut pas dire qu'il y ait pléthore de solutions aujourd'hui dans les outils numériques. Et c'est ce qu'on a essayé justement d'initier, Et effectivement, cette application, elle est disponible sur l'App Store gratuitement, puisque l'UNADEV nous a aidés à financer ce projet. Donc c'est un peu le deal avec l'UNADEV. En gros, ils nous aident à financer le projet. En contrepartie, on la met gratuitement à disposition des aidants, des enseignants et évidemment des enfants.
Et vous avez eu des retours sur le taux de téléchargement de cette application, sur la façon dont justement les élèves se la réapproprient? C'est très récent, donc c'est un peu compliqué aujourd'hui d'avoir un vrai retour d'expérience. Par contre, on a toujours cette même difficulté, y compris avec Mathuit et Léon, c'est que nos utilisateurs ne sont pas nos acheteurs. Donc c'est vrai que pour atteindre l'audience qui est vraiment notre cible, c'est pas forcément simple, parce qu'effectivement, quand un parent, un aidant ou un enseignant voit quelque chose qui vient un peu d'une autre planète, quelque part, quelque chose qui se fait entièrement en vocal, c'est pas forcément évident pour lui de se référer à quelque chose qui existe déjà, puisque effectivement on est à... en tout cas, à notre connaissance, à peu près les seuls au monde à faire ça, quoi. Donc, il faut prendre le pari de l'innovation avec vous, le pari de ces technologies vocales. Je voudrais qu'on revienne à d'autres couches technologiques que vous développez aussi au sein de votre société. On a parlé de cette IA émotionnelle. Est-ce que là aussi, la façon d'interagir, alors ça passe par le vocal, mais pas que, ça passe aussi par le toucher, vous en parliez tout à l'heure. Il y a plusieurs fonctionnalités qui sont adaptées à ces enfants malvoyants et non-voyants. Ça demande combien de temps pour être mis au point, pour que de l'idée de la recherche fondamentale en intelligence artificielle, on arrive à avoir cette fonctionnalité très concrète et utilisable tout de suite? On a mis environ 2 ans à faire cette... C'est rapide, Alors, dire. c'est rapide. Je suis très étonnée de la réponse. Je pensais que vous allez me dire, on a mis des décennies à bâtir ces briques technologiques. La technologie que l'on a mis au point, qui permet justement derrière de construire des applications sur les bases de cette technologie, on a mis environ 10 ans à la réaliser, à l'aide notamment de financement de BPI France, qui a cru en notre vision, en fait, de tout en vocal, etc. Après, une fois que cette technologie marche, derrière, construire des scénarios et l'encapsuler dans une application, c'est pas ce qu'il y a de plus compliqué. Alors après, c'est toute une expérience pour pouvoir vocaliser du contenu interactif. C'est pas quelque chose qui se fait comme ça, quoi. C'est clair qu'il faut essayer des choses, ça marche pas, donc on essaie autre chose, ça remarche pas. Vraiment, le processus classique, en fait, de l'innovation. Mais une fois que les choses sont bien établies, derrière, effectivement, il faut imaginer quelque chose qui soit utilisé, et pas forcément qu'utilisable, pour que les choses puissent atteindre leur cible. Et là, on se heurte effectivement au développement. On se heurte oui, bien sûr, mais on se heurte, c'est ce que je voulais revenir là-dessus. Bien sûr, allez-y. Je voulais revenir sur le fait qu'on se heurte au fait que notre cible utilisateur n'est pas notre cible acheteur. Et quand on sait que le domaine des EdTech est très compliqué à monétiser, bon là on a une double problématique. En fait. Et là, j'allais vous relancer un petit peu plus rapidement que prévu, mais sur cette idée aussi de se dire que dans cette interaction vocale, il faut aussi qu'elle soit fluide encore plus quand on s'adresse à un public enfant qui a besoin qu'Eva, l'héroïne qu'on suit dans cette aventure mathématique, lui réponde et soit fluide tout de suite. On arrive aujourd'hui à avoir ces IA vocales, c'est un peu le même principe que l'assistant vocal qu'on connaît par ailleurs chez Siri, chez Alexa ou sur d'autres types de home butler, d'assistants domestiques. On arrive à avoir cette continuité de la discussion, c'est d'une fluidité impeccable? C'est d'une fluidité impeccable, mais c'est vrai aussi qu'on se base sur des terminaux haut de gamme, pour être clair. Donc c'est l'écosystème Apple aujourd'hui, à partir de l'iPhone 6 jusqu'à l'iPhone actuel, l'iPad, le Mac, etc. Parce qu'effectivement, ça nécessite une puissance de calcul assez importante. Et ce qui fait partie aussi de notre savoir-faire, c'est intégrer toutes ces technologies ensemble pour que derrière, ça marche de façon fluide. Donc on a de la reconnaissance vocale, on a du traitement du langage naturel, on a de la synthèse vocale. Donc avec Léon, on a du 3D interactif, temps réel. Enfin voilà, si vous voulez, par rapport à ça, il y a ce vrai savoir-faire d'intégration qui n'est pas que du développement d'un module technologique qui fait quelque chose, et en l'occurrence, le traitement du langage naturel que nous retourne la reconnaissance vocale automatique. Ouais, si je vous entends bien, vous êtes un peu le chef d'orchestre de cette partition jouée par l'ensemble de ces technologies vocales. Oui, tout à fait. Et supportée par des intelligences artificielles pour le coup. Tout à fait. Donc c'est un peu ça le truc. C'est chef d'orchestre. En gros, on a essayé de combler un peu le chaînon manquant entre la reconnaissance vocale et la synthèse vocale expressive. Parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, la synthèse vocale, on voit ça un peu comme quelque chose de robotisé. On a utilisé, je pense,
l'intégralité des solutions de synthèse vocale qui existent aujourd'hui dans le monde. Et on a pu se focaliser sur une synthèse vocale expressive, c'est-à-dire que la voix change en fonction de l'interaction vocale, avec une voix triste, une voix enjouée, une voix plutôt neutre, etc., pour justement créer de la vie, quoi, en fait. Hein. C'est ce que je vous disais pour ma tweet. On essaie de mettre de l'humain dans les machines, hein, si vous voulez. C'est un peu ça notre credo. Aujourd'hui, on se plaint souvent qu'il y a de moins en moins d'humains dans les relations entre humains. Donc nous, ce qu'on se dit, puisqu'il y a de plus en plus de machines, on va essayer de mettre de l'humain dans les machines, quoi. Et je ne peux pas m'empêcher de refermer cette discussion sans vous poser cette question, parce qu'on y touchait tout à l'heure. Encore une fois, vous êtes un des grands spécialistes de ces technologies d'interaction vocale supportées par l'IA. L'accessibilité, c'est encore plus simple quand on décide de pouvoir l'intégrer dès le départ de la conception de ces technologies. Oui, d'autant plus qu'on essaie de s'adresser à des gens qui sont déficients, handicapés, etc. Hein. Si on ne conçoit pas dès le départ quelque chose qui soit utilisable, et on l'espère utilisé par l'audience en question, la cible en question, on a tout faux dès le départ, de toute façon. D'autant plus que parler d'accessibilité pour ces publics particuliers, c'est en réalité pouvoir faire avancer la recherche technologique pour tous. Aussi, oui, bien sûr. C'est effectivement quand on s'adresse à des problématiques très importantes que derrière, on peut réutiliser les choses. Alors nous, on a fait un peu l'inverse, c'est-à-dire qu'on a d'abord fait quelque chose pour des enfants voyants et qu'on a décliné pour des enfants non-voyants. Mais c'est vrai que ça va dans les deux sens, de toute façon. Absolument, et quand on traite des sujets d'accessibilité, on voit en effet que le numérique peut profiter à toutes et à tous. Merci infiniment Didier Paris d'être revenu, dites donc, sur le plateau de l'École du Futur. Nous aussi, ça va devenir une habitude. Merci infiniment, évidemment, à Jeanne Dreyfus et à ces histoires incroyables dans le milieu de l'art et cette fondation Art Explora dont on suivra les aventures, notamment avec toi. Et puis merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur le plateau de l'École du Futur pour d'autres thématiques et d'autres émissions.